À tous, bienvenue dans Croissance verte. Du soleil à gogo et pourtant la dépendance aux énergies fossiles freine encore la transition énergétique. Alors que le continent rêve d'une révolution industrielle portée par le pétrole et le gaz, l'urgence environnementale impose tout le contraire entre fossiles et renouvelables. Le dilemme est total. Et si le mix énergétique était la clé pour répondre aux défis climatiques? C'est le débat qui nous occupe dans cette émission. Croissance verte qui reçoit aujourd'hui Fanta Camara, responsable de l'unité climat et jeunesse de l'Institut africain de la gouvernance, par ailleurs présidente de Climate Linger Club. Bonjour Fanta et bienvenue dans Croissance verte. Bonjour Papaline, c'est un honneur pour moi d'être aussi aujourd'hui dans cette émission très très importante et ravie de l'invitation et au plaisir d'échanger sur ces sujets et enjeux cruciaux pour notre avenir commun. Merci. C'est un plaisir partagé. On va parler de transition énergétique en Afrique. Pourquoi est-il essentiel de l'aborder aussi comme une transition de gouvernance, de développement et même de justice sociale, Fanta Camara? Merci beaucoup parce que transition énergétique, on en parle depuis qu'il y a des nouvelles extractions d'énergie fossile. Partout, on voit aussi ses conséquences sur l'environnement. Il y a peut-être le plan économique qui se développe, le plan peut-être social, mais environnementalement parlant, il y a beaucoup de dégâts. Donc, raison pour laquelle on se dit qu'aujourd'hui, qu'il faut qu'on tourne vers le vert, qu'il faut qu'on voit d'autres sources d'énergie. Mais pour moi, la transition énergétique ne se limite pas seulement à changer nos sources d'énergie. Maintenant, il y a les questions de gouvernance, de développement aussi qui vont se poser. Qui décide? Qui gouverne, voilà, qui est autour de la table, qui se sont impliqués et qui se sont laissés de côté. Parce que aussi une transition doit être juste et durable et inclusive. Nous, c'est ce que nous prenons, parce que pour nous, les populations et les communautés qui dépendent, voilà, de façon, disons, de façon efficace et également, principalement, toutes leurs activités tournent autour de l'énergie, doivent aussi être impliquées dans ce qu'on appelle cette transition énergétique-là. Ça ne doit pas être des choses qu'on décide là-bas et qu'on vienne, voilà, les pousser, les forcer un peu plus à adopter ces pratiques sans pour autant qu'elles aient l'information, la connaissance qu'il faut pour pratiquer cela, pour utiliser, manipuler ces énergies renouvelables. Et aussi également parlant, est-ce que ces énergies-là changent un peu plus leur mode de vie de façon positive? Tout ça sont des questions à se poser. Donc, raison pour laquelle, pour nous, la transition énergétique doit non seulement pousser vers le changement des sources d'énergie, vers le vert et tout, mais également ces questions de gouvernance, ces questions d'implication des jeunes, des femmes et des communautés qui dépendent encore de ces ressources doivent être vraiment mis en avant. Et le continent est très vulnérable au changement climatique, Fanta. Comment transformer cette vulnérabilité en une opportunité d'innovation et de développement durable? Je pense que, voilà, de toute façon, depuis longtemps, le continent africain est vu comme un continent, disons, pauvre, entre guillemets, et aussi l'histoire a montré qu'on participe de façon très, très, très minime aux émissions mondiales. Voilà, donc, mais malheureusement, on est les plus impactés. L'Afrique, je pense, l'Afrique contribue seulement à 4% des émissions carbone, mais aujourd'hui, si on part en Afrique, au Sénégal, un peu partout, il y a énormément, énormément de dégâts environnementaux. Mais à côté, l'Afrique également regorge de talents et je pense qu'il y a tellement de solutions que nous pouvons développer ici dans notre continent pour montrer que non seulement on est victime au changement climatique, mais également on est un continent où des solutions peuvent émerger, où il y aura beaucoup d'innovations et aussi surtout des solutions endogènes qui sont là depuis des années, qui ne sont pas valorisées. Pour nous, c'est le moment de montrer ce qu'on sait faire et également pour mieux accélérer un peu cette adaptation climatique dont on parle. Donc le continent africain doit être vu sous notre regard. C'est ce continent qui est certes victime du changement climatique, mais un continent qui aujourd'hui, si on l'aide, si on l'assiste, peut également même mener la voie de la transition énergétique, écologique et justement cette résilience climatique dont on rêve. Donc je pense que le continent africain doit être vu sur notre regard. Ça, les Africains doivent aussi travailler dessus, c'est-à-dire un peu plus essayer de voir entre nous comment on peut montrer, voilà, ce qui est bon chez nous, nos talents, nos créativités et nos innovations que nous portons un peu partout, raison pour laquelle nous encourageons l'entrepreneuriat vert et tout ce qui peut vraiment permettre aux Africains de s'affirmer dans cette climatique pour ne pas qu'on nous voit seulement comme un continent qui est en la mer, qui demande des financements, qui demande des modèles de résilience et d'adaptation, mais également un continent qui peut aujourd'hui mener la voie et peut montrer des choses qui ne sont pas vues nulle part ailleurs. En tout cas, Fanta Camara, les territoires côtiers sont parmi les plus exposés face à l'érosion. Quelle réponse faut-il privilégier pour renforcer leur résilience?
Oui, les territoires côtiers sont les plus vulnérables. On a vu au Sénégal, aujourd'hui à Saint-Louis, si on prend en compte Gandiol, où il y a 2 villages qui ont disparu, Dounbambadji, Bernard. Si on prend la Petite Côte, si on prend beaucoup de zones sénégalaises, aujourd'hui, on voit leurs zones côtières arrachées, des maisons à Bargny. Il n'y a pas longtemps, on a fait un documentaire où des jeunes, des communautés, des femmes, voilà, ont pris la parole, nous ont parlé un peu plus des changements, voilà, qui s'opèrent dans leur zone, qu'ils voient au jour. Et ils sont un peu vulnérables et très vulnérables, mais aussi ils se sentent un peu, voilà, déconnectés par rapport à ces réalités-là parce qu'ils ne savent pas comment être résilients par rapport à ça, ils n'ont pas d'éducation environnementale, etc., etc. Donc pour moi, dans ces zones-là, ce qu'on peut apporter justement, c'est d'abord d'initier les populations au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, tout ce que tu fais pour moi et sans moi, c'est comme tu le fais contre moi. À Bargny, on a vu des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de métier, n'ont pas de travail, ne sont pas allés à l'école. Il y a beaucoup d'autres obstacles. L'espoir perdu, l'immigration clandestine qui est justement une conséquence. Et qui aujourd'hui, si on leur demande c'est quoi le changement climatique, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, ce sont des jeunes qui peinent à y répondre. Donc pour moi, vers ces zones côtières-là, on doit avoir des jeunes qui aujourd'hui sont des acteurs de la résilience, mais à travers cela, il faut d'abord qu'on les initie au changement climatique, on leur donne les moyens et les outils nécessaires pour pouvoir un peu plus bâtir cette résilience. Donc, pour nous, Ouais. la réponse doit être aussi une réponse éducationnelle, générationnelle, et justement, à travers cette éducation et aussi à travers l'outil qu'on va développer pour plus les impliquer dans ces luttes climatiques pour qu'ils puissent développer beaucoup de belles choses. Nous parlions de transition climatique, énergétique même. Prenons maintenant la direction du Sénégal, non loin de vous. Avec un ensoleillement de 3000 heures par an et un potentiel solaire exceptionnel, le Sénégal possède de sérieux atouts pour réussir la transition énergétique. Et pourtant, malgré la montée en puissance du solaire, de l'éolien ou de la biomasse, le pays reste encore fortement dépendant des énergies fossiles. Pour relever ce défi d'ici 2030, Dakar mise désormais sur un mix énergétique stratégique. Comment résoudre cette équation complexe? Élément de réponse dans ce reportage signé Olivia Boussal et Cherdaou. Dans les rues sombres de Dakar se dressent fièrement ces lampadaires. Alimentés au solaire toute la journée, la nuit tombée, ils éclairent les Dakarois qui font le tronçon de la Corniche. Sa durée de vie, 25 ans. Les installations comme celle-ci habillent la quasi-totalité des rues de la capitale. Le signe tangible d'une migration progressive du pays vers la valorisation de ses énergies propres pour réduire son dépendance aux énergies fossiles jugées nocives pour l'homme et pour l'environnement. Le Sénégal a réalisé beaucoup de centrales de production d'énergie. On peut citer la centrale de Malicounda, on peut citer la centrale de Bokhol. Il y a la centrale éolienne de Taïba Ndiaye aussi. Et là, dans la dynamique de la politique de transition énergétique, il se passe qu'on fait la promotion de toutes les formes donc, de technologie, que ce soit solaire, éolienne, biomasse, biogaz. D'après les chiffres du ministère de l'Énergie et de la Transition énergétique, en 2023, les énergies renouvelables représentaient 27,35% de la capacité totale installée et 19,48% de la production brute d'électricité, soit plus de 6 000 gigawatts par heure. Des initiatives spécifiques ont permis ces avancées, mais dans l'intérieur du pays, la réalité est tout autre. Ce paysan revient de sa contrée lointaine. Devant l'objectif de notre caméra, Chérif relate la rudesse de son quotidien et des ressortissants de sa communauté. Il est originaire de la région de Louga. C'est difficile au village. C'est vrai que nous sommes alimentés à l'aide des panneaux solaires depuis 2004. Mais nous préférons l'électricité conventionnelle. Parce qu'avec le solaire, ce sont seulement les ampoules qui fonctionnent. On ne peut ni avoir de l'air conditionné ni de téléviseur. Même le téléphone nous est difficile à charger. Vraiment, c'est compliqué. Vivement que l'État se souvienne de nous. Nous sommes au marché Sandaga, l'un des plus grands de Dakar. Ici, certains commerces se suffoquent, épuisés par des factures hors prix. Néanmoins, sur la question, les avis sont partagés. L'électricité, pour moi, depuis un an, a nettement baissé. Aujourd'hui, en toute honnêteté, avec 20 000, je gère mes factures. Or, l'année dernière, la facture venait 30 000, voire plus. Les 10 000 restants peuvent m'aider à gérer d'autres charges.
Mais maintenant, ils ont 20 000 et 19 000. Oui, il faut faire parce que L'électricité à Dakar est chère, surtout le prépayé. Mes factures sont exorbitantes. Moi, je n'ai pratiquement rien chez moi, mais je me trouve à payer plus de 5 voire 10 000 en plus des délestages. Pourtant, depuis des années, le pays investit sur les recherches relatives à l'implantation des énergies vertes pour compenser le déficit et répondre à la demande sans cesse croissante. Un mégawatt de soleil, par exemple, c'est environ 1 million d'euros, soit 650 millions de francs CFA. Des financements coûteux, certes, mais le Sénégal dépend encore à 70% des énergies fossiles, d'où son choix du mix énergétique. Le mix énergétique, c'est la combinaison de plusieurs sources, c'est-à-dire de mettre ensemble le solaire avec l'énergie existante, en tout cas pour ce qui est aujourd'hui préconisé. Nous sommes pour préconiser une épargne énergétique. Le potentiel en gaz et en pétrole n'est pas à dilapider. Le projet de Sangomar, donc là, on n'exploite que du pétrole. Chaque jour, on fait une production estimée à 100 000 barils par jour. Le projet de Grand Loti Ahmeyim, que nous partageons avec la Mauritanie aussi, on fait une production en tout cas estimée donc, à 3,5 billions de mètres cubes de gaz. À part ce projet-là aussi, nous avons le projet de Yakar Tranga. Nous avons également en parallèle Gadiaga, qui est de Forteza. Gadiaga, on exploite du gaz naturel depuis 1999. Maintenant, je l'ai dit tantôt, les vraies découvertes ont démarré en 2014. Ce mix énergétique repose sur 30% d'énergie renouvelable. Le reste d'électricité provient principalement des centrales thermiques au fioul, au charbon et des importations hydroélectriques sous-régionales. Le pays a pour ambition d'atteindre 40% d'ici 2030, tout en intégrant ces nouvelles ressources gazières pour assurer sa souveraineté énergétique. D'ici 2030 aussi, on peut arriver en tout cas à atteindre cet objectif-là. Parce qu'aujourd'hui, avec les centrales qui sont là, avec Port Ndayan qui est là aujourd'hui, qui vont nous permettre de faire de telle sorte qu'on puisse importer des panneaux solaires. L'État est en train d'investir sur la formation, sur la transition énergétique à travers les ISEP, à travers l'Université Assane Seck de Ziguinchor, à travers des masters professionnels sur l'efficacité énergétique. La nature, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Dévêtue de son feuillage, décoloré et asphyxié, l'air, la mer et la terre alertent et requièrent l'urgence d'une solution hâtive. Munganga est membre actif de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Son équipe et lui ont initié des sensibilisations sur les transitions vers les énergies propres. Cette année, on va organiser la deuxième édition du camp sur les transitions énergétiques. Alors c'est une initiative qu'on prend dans les îles de la Caravane, en Casamance. Et la perspective, en fait, c'est de les équiper en énergie renouvelable pour les activités d'agriculture, de pêche, etc. Dans son ouvrage intitulé « Pétrole et gaz, du sous-sol à la surface », l'ingénieur Oumar aborde également la thématique et y propose des solutions. Donc quand on fait de l'exploitation dans les milieux offshore, donc en mer, on a tendance en tout cas que certaines espèces vont disparaître. Aujourd'hui, à Gadiaga, il faut respecter en tout cas les habitants qui sont aux alentours à travers les investissements que vous devez faire pour protéger l'environnement, mais également protéger en tout cas les habitants qui se trouvent aux alentours de ces zones-là, parce qu'il y a la pollution qui est là. Entre le coût des financements élevés, la demande sans cesse croissante, le luxe du solaire et la dépendance aux hydrocarbures, l'équation énergétique au Sénégal est un calcul dans le temps. À travers des institutions comme l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, l'Agence sénégalaise pour l'électrification rurale et l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, le pays se fixe pour ambition de répondre efficacement à cette lancinante question énergétique qui aujourd'hui apparaît comme l'un des piliers du développement économique et social du pays. Merci beaucoup Olivia Bossal et Cheikh Ndao pour ce reportage qui parle un peu des énergies renouvelables. Fanta Camara, nous sommes toujours avec vous. On a vu un peu ce paradoxe. Il y a du solaire, du soleil, mais l'électricité coûte cher. Comprenez-vous un peu ce paradoxe-là?
Oui, Caroline, je le comprends et ça demande beaucoup de réflexion et puis encore des choses qui sont en cours. Moi, je suis pour la transition énergétique, je suis pour vraiment le renouvelable, je suis pour qu'on puisse avoir aujourd'hui, j'ai bien aimé hein, comment vous avez tendu le micro aux gens de tout ce qui est ONG, jeunes comme les jeunes volontaires de l'environnement, également des acteurs qui sont carrément dans les institutions. Je pense qu'il faut quand même qu'on puisse voir en synergie qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on peut apporter comme évidence. Parce que là, c'est un sujet, on en parle depuis longtemps, mais pour moi, il faut quand même faut qu'on parte vers des solutions beaucoup plus efficaces. On fixe des caps, on fixe des taux, des chiffres, on en parle depuis longtemps. Quelles solutions, par exemple, les plus efficaces? Parlez de quelles solutions? Je parle par exemple, c'est 30%, c'est important. Mais aujourd'hui, comment on va y arriver? Pour moi, ça ne doit pas seulement être des caps ou bien des chiffres, on en parle comme ça, mais il faut quand même qu'on puisse aller vers l'action. Moi, je pense que depuis fort longtemps, on a eu à se dire que oui, la transition énergétique, c'est ça, il faut quand même qu'on fixe tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Mais après, au fond, est-ce que tout cela est appliqué? Moi, je pense que si quand même qu'on parte encore vers plus du concret, et puis qu'on puisse avoir des rencontres où tout le monde est impliqué pour qu'on puisse en parler, même les communautés qui sont peut-être beaucoup plus lointaines, qu'on puisse les consulter, qu'on puisse co-construire tout cela ensemble, on pourra apporter des solutions efficaces. Parce qu'aujourd'hui, une solution peut être, disons, efficace ici et ne pas être là-bas. Et pour moi, les zones qui ont le plus besoin d'électricité, ce sont les zones rurales, les zones où aujourd'hui des femmes et des communautés, chaque matin, cherchent l'énergie, n'ont pas encore accès à l'énergie. Comment faire de sorte qu'elles-mêmes aussi, leurs voix soient entendues? Donc, tout à l'heure, je parlais de transition énergétique et de gouvernance climatique parce que pour moi, tout cela doit aller de pair, en fait. Et c'est important tout ça. Moi, je suis pour, en tant qu'actrice climatique, je suis pour cette transition énergétique, je suis pour qu'on puisse voir comment utiliser notre soleil qui est là abondamment, comment utiliser notre énergie voilà, qui est là et qui est donnée pour pouvoir aujourd'hui apporte de la lumière là où il y en a pas. Donc pour moi, c'est utile, c'est important, mais il faut quand même que ça soit beaucoup plus inclusif déjà et que la gouvernance soit transparente. Déjà, on parle beaucoup de transparence dans la transition énergétique et que aussi que les solutions qu'on fixe, qu'on espère avoir, obtenir, soient des solutions qui vont arranger la plupart des populations. Parce que En ce tout n'est cas, pas intéressant. en tout Une cas, Fanta transition Cameron, soit, voilà, oui, exactement. En tout cas, notre reporter a parlé un peu de la question du financement. La transition énergétique, écologique a un coût. Est-ce un frein? Non, pour moi, c'est pas un frein parce que beaucoup en parlent, hein, que l'écologie c'est cher, tout ce qui est durable c'est cher. Même quand on construit une maison, certains disent que je préfère prendre le ciment parce que c'est moins cher que construire par terre, par exemple. Les constructions écologiques sont chères, les voitures électriques sont plus chères que les voitures qui roulent avec de l'essence, etc. Donc, si on le voit sous cet angle, on va penser que la transition écologique et tout ce qui tourne autour demande plus de moyens. Mais aussi, si on regarde de notre côté, c'est-à-dire aujourd'hui, si on initie notre population jeune, qui est, disons, notre majorité, on a 70% des jeunes, à comment bâtir des solutions efficaces sur le plan environnemental, comment renforcer leur capacité, comment les initier à l'entrepreneuriat vert, comment. Moi, je pense que ça pourra être vu autrement parce que ça va non seulement nous permettre d'avoir un développement économique et tout, mais aussi sur le plan environnemental, ils pourront contribuer à apporter des solutions efficaces. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on le voit sur cet angle que c'est cher, ça demande beaucoup de moyens, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas trop exploité ce qu'on a déjà là et qui peut être exploité si on les initie, si on les forme, parce que notre jeunesse actuellement peut être une jeunesse de solutions vertes, disons, pourquoi pas. Et si on part vers ça, avec tout ce qu'on a disons, comme ressources ou bien comme capacité. Après aussi, c'est normal, on a besoin d'autres financements additionnels. On a besoin de mécanismes de financement, on a besoin de fonds verts, etc., etc. Mais je pense que la base, parce que les infrastructures sont importantes, le financement est important, mais la base pour moi, c'est cette préparation de la jeunesse. Donc pour moi, l'écologie ne peut ne pas être chère si on prépare notre jeunesse à l'entrepreneuriat vert, si on les initie, si on les fait comprendre tout ce qu'elles peuvent gagner à travers cet entrepreneuriat vert. Donc, je pense que c'est juste un paradigme ou bien une pensée qui est là, que l'écologie, voilà, c'est cher, on ne peut pas y accéder. Mais pour moi, on peut
on peut quand même commencer avec ce qu'on a, les moyens du bord, avec les connaissances qu'on se partage entre nous, avec les prises de conscience, etc., etc. Et puis qu'on essaie de voir comment aller débloquer, disons, des ressources qui pourront nous permettre de l'avoir. Et aussi, moi, à chaque fois que Ouais. je parle avec des gens qui sont dans les énergies fossiles et tout, je leur dis que, bon, certes, on n'exploite du pétrole, mais après, les ressources pétrolières aussi, pourquoi pas, peuvent financer des projets renouvelables. On peut aussi avoir un mécanisme, un modèle de gouvernance qui aujourd'hui nous permettra que, disons, un pourcentage des revenus tirés de ces énergies fossiles et tout, puisse non seulement réparer les dégâts, parce qu'il y a des dégâts environnementaux qui, si, disons, quel que soit le cas, vont voir apparaître, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a les marées noires qui peuvent avoir des impacts sur, disons, tout ce qui est aquaculture, les poissons qui meurent quand les bateaux de pétrole se déversent en mer. Il y a beaucoup de choses encore sous l'exploitation, les gaz qui sont là dans l'atmosphère et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comment arriver à tirer profit, disons, de tout cela, non seulement économique, mais aussi environnemental, comment on pourra aujourd'hui financer des projets, soutenir la jeunesse dans l'entrepreneuriat vert, mettre en place des initiatives, des solutions qui pourront profiter à tout le monde, mais qui vont aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Vous Je pense parliez qu'il faut tout quand à même l'heure, oui, exactement, vous parliez tout à l'heure d'inclusivité et surtout la jeunesse, les femmes également. Les femmes sont-elles incluses dans cette transition énergétique, écologique? Est-ce que ça se conjugue au féminin? On essaie de conjuguer tout ça au féminin, même si on n'est pas encore très satisfait, mais disons que voilà, plus en plus il y a des progrès, on essaie de lancer des initiatives qui peuvent nous permettre d'y arriver, mais je pense qu'il y a encore des défis qui sont là, il y a encore des défis. Quand on part dans des régions et qu'on trouve des femmes continuer encore d'aller dans la brousse, couper du bois pour cuisiner et tout, on voit qu'il y a encore des défis qui sont là. Si aujourd'hui, moi, je serais satisfaite quand je verrai que toutes les femmes cuisinent avec des énergies bio, avec du charbon bio, qu'ils ont eu grâce à l'artefact qu'elles transforment, ou bien grâce au solaire, grâce à toutes les ressources qu'on a dans la biodiversité, dans notre environnement, qu'on puisse prendre ces ressources-là, qu'on puisse avoir les connaissances importantes, pouvoir les transformer en énergie. Moi, c'est là où je dirais qu'il y a une inclusivité parfaite dans cette transition énergétique, voilà, ressentie par les femmes et les jeunes. Mais jusqu'à présent, il y a des femmes qui continuent à utiliser des énergies qui ne sont pas fossiles, qui sont pas renouvelables, qui sont fossiles, et pour pouvoir aujourd'hui alimenter, faire des choses. Donc aussi, disons que la femme utilise de l'énergie de façon abondante. Toutes les activités, que ce soit la transformation des produits halieutiques, que ce soit l'acquisition pour l'alimentation dans la famille et tout, toutes les activités de la femme presque tournent autour de l'énergie et de l'eau. Pour moi, sont des points très, très, très importants où on doit encore voir comment les améliorer et essayer que les femmes puissent se sentir impliquées, parce qu'il y a même qui ne savent pas se lier entre l'environnement qui se dégrade, la santé de leur famille, les gaz qui comme ça, s'évaporent parce qu'il y a des charbons qui ne sont pas du tout bio qu'on utilise, ou bien en tout cas des énergies qui ne sont pas propres. Donc tout ça, il y a ces liens-là. Donc comment arriver aujourd'hui à faire comprendre à une femme que si tu utilises cette énergie-là, il y aura ça comme conséquence, utilise ça, et comment on va faciliter surtout cette acquisition, parce qu'on parle tout le temps de transition énergétique, d'aller vers l'énergie, disons, propre, mais comment la femme qui n'a même pas les ressources pour pouvoir faire quelque chose pourra se permettre de prendre ces ressources-là pour tout ce qu'elle fait. Tout cela, Fanta, oui, tout cela passe par le canal de la sensibilisation et de la formation. Vous coordonnez un programme qui s'appelle Coastal Future. J'espère que la prononciation est bonne. Comment former ces femmes, ces jeunes, pour qu'elles ou qu'ils comprennent un peu les enjeux et les défis climatiques? Alors, donc, comme vous l'avez bien dit, pour moi, la sensibilisation, c'est déjà le point de départ. On peut pas bâtir aujourd'hui des sociétés résilientes, on peut pas bâtir aujourd'hui des côtes résilientes au changement climatique sans que les personnes qui y vivent puissent savoir ce qui se passe et pourquoi on le fait. Sinon aussi, quels que soient les programmes qu'on va bâtir, quels que soient les millions, les milliards qu'on va injecter, il n'y aura pas beaucoup de changements qui vont s'opérer. Donc, pour nous, raison pour laquelle on part vers cela, on part d'abord vers cette sensibilisation. On a remarqué que voilà, l'Afrique est un continent très vulnérable au changement climatique. Les zones côtières
africaines sont aussi très vulnérables. Il y a la montée des eaux, il y a l'érosion côtière, mais aussi quand on part dans ces zones-là, les populations, surtout les jeunes qui sont, disons, qui composent la majorité des populations vivant dans ces côtes-là, ne sont pas initiés, ne savent pas ce qui se passe. Donc pour nous, c'est déjà le point de départ. Donc à travers ce programme Coastal Futures, qu'on a déployé dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Ghana, Guinée-Conakry, Libéria et Sierra Leone, on va aller dans ces pays-là, on va cibler des jeunes et on va faire de ces jeunes-là des moteurs de développement, de transition écologique, énergétique et tout ce qu'il y a, autour. Donc parce que en fait, pour nous, c'est important. On va monter des Climate Innovation Hub, on a appelé ainsi, ce sont des dispositifs, des centres où on va venir former les jeunes, les outiller, on va les challenger, les jeunes vont pitcher leurs projets, les jeunes vont faire tout ce qui peut, en tout cas pour nous permettre aujourd'hui d'arriver à bâtir quelque chose de très, très intéressant. Donc pour nous, c'est important et c'est indispensable, même disons, que les jeunes puissent être impliqués à travers les formations, à travers la capacitation. Et il faut des centres, des zones où ces choses-là pourront se faire. Donc, c'est ce que nous allons bâtir. Et après ça, naturellement, si le jeune a sa solution, a son modèle, son business et tout, on va aussi faciliter, disons, cette acquisition de financement vert pour qu'ils puissent mettre à l'échelle tout ce qu'ils ont eu à bâtir comme solution verte. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et continuez de bâtir un peu cet environnement vert, cet espace vert. C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Fanta Camara. Plaisir est pour moi, Papaline. Donc, je pense que dernier mot, juste, c'est en tout cas que tout le monde puisse dire que l'environnement, la transition écologique et tout ce qui va avec, voilà, j'ai ma part à jouer. Donc, si aujourd'hui je ne fais pas ma part, il y aura au moins quelque chose qui va s'enlever. Si tout le monde pense comme ça, je pense qu'on pourra y arriver. Que ce soit zone résiliente ou pas, que ce soit pays développé, pays en développement, avec les moyens ou pas, on peut toujours faire quelque chose. Exactement. Surtout quand il se conjugue au féminin. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi Croissance Verte. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.